Salut les réalistes de Twitch et de YouTube, bienvenue dans cet hebdo JDR du 26 juin 2026. Bon, il fait trop chaud pour s'énerver. Donc ce soir, on fait une émission calme, avec des éditeurs qui passent leur création en DD5 en Big 2026, mais c'est pas grave. Ou au contraire des éditeurs qui s'écartent de DD5 pour proposer un projet qu'ils avaient dans cette édition avec un autre moteur. Ça aussi, c'est pas grave. Plein de financements intéressants en cours ou à venir cet été. Et une sortie pour l'un des meilleurs jeux de rôle qui soit, en tout cas pour moi, Monster of the Week. C'est parti. Alors, on va commencer évidemment avec les news. Et pour commencer, une news qui m'attriste un peu, mais que je peux comprendre. Il s'agit de l'arrêt d'une des plus grosses chaînes d'actual play JDR francophone, puisque c'est la fin de la chaîne de Detis Plus Cool, qui du coup nous annonce qu'après plus de 10 ans d'existence, il s'arrête. Du coup, de Detis Plus Cool, c'était une chaîne d'actual play francophone qui était lancée par Volsung, même si au fur et à mesure des années, d'autres meneurs de jeu ont masterisé dessus, d'autres groupes se sont formés. C'est une chaîne, ceux qui me connaissent savent que je suis pas très actual play, je préfère jouer que regarder les gens jouer. Un actual play, généralement, je me mets devant et je vais sauter très rapidement de pans de 20 minutes en 20 minutes, juste pour voir si ils expliquent un peu le système du jeu, s'ils me présentent un peu l'univers. Voilà, ça, c'est pour me faire une idée d'un jeu, mais c'est très rare que je regarde un actual play de bout en bout. Et 2D6 Plus Cool, c'était l'un des rares chaînes d'actual play qui arrivait de temps en temps, alors pas tout temps, puisque je suis pas du tout fan d'actual play, je le dis et je le redis, mais qui arrivait à me capter et qui me faisait regarder en fait un épisode de bout en bout. J'ai d'énormes souvenirs, entre autres c'est avec l'actual play Dragon Ball Parallels, donc du Dragon Ball en PBTA, puisque comme son nom l'indique, avec 2D6 Plus Cool, la chaîne faisait surtout du PBTA, mais pas que. Mais voilà, c'est donc on a un épisode d'1 heure qui revient pour faire les adieux. Maintenant, clairement, Volsung a clairement dit que c'était des histoires de fatigue, principalement, et je peux le comprendre. Pour franchement, le rythme qu'il avait, le travail qui a été fait sur le travail du son, le travail du montage est assez incroyable sur sa chaîne. Et effectivement, pour savoir ce que c'est que faire une émission le vendredi soir et essayer de la monter pour que ça sorte avant le dimanche soir, me rend bien compte des fois de la fatigue qui peut s'accumuler. Et à tel point où, vous voyez, j'arrive pas à tenir le rythme chaque semaine. C'est du coup, j'envoie plein de cœurs à Volsung et à toutes les personnes qui ont participé à 2D6 Plus Cool. Sachez qu'il n'arrête que la chaîne, du coup, arrête les nouvelles émissions, mais que c'est pas la mort complète de 2D6 Plus Cool. Ça veut dire la chaîne reste sur YouTube. Donc, si vous avez envie de voir leur actual play, allez-y. Je vous recommande, comme je disais, beaucoup le Dragon Ball Parallel, mais aussi Cœur de Wulin, que j'ai trouvé particulièrement cool. The Between aussi est très très bien. Visiblement, ils avaient un certain nombre d'épisodes qui ont été enregistrés, mais pas encore montés, qui eux devraient sortir en format podcast, directement avec, j'ai cru comprendre, un montage minimum. Mais du coup, si vous avez envie de découvrir une AP cool,
d'écouter voilà, des parties très sympas avec des gens adorables, je vous invite à aller à voir ce que faisait The Dead Six Plus Cool, Volsung et toute sa bande. Et je leur souhaite que du bien à tous et à tous. Et du coup, on va passer sur les news internationales avec, du coup, une news que tout le monde attendait. Un supplément Vampire la Mascarade pour D&D 5. Ou presque. Plus exactement, soyons clairs, il ne s'agit pas de transformer Vampire la Mascarade en jeu Donjons et Dragons 5. Il ne s'agit pas non plus de faire un livre de jeu World of Darkness en D&D 5 comme Monteku qui avait été chargé de le faire pour la 3e édition de Donjons et Dragons. Mais du coup, c'est un produit crossover, ça veut dire c'est un module pour Donjons et Dragons 5 qui va s'appeler Bone by Blood, qui visiblement s'inscrit dans l'univers du World of Darkness de la partie Dark Age, donc la version médiévale de Vampire la Mascarade. Même si du coup, je sais pas pourquoi c'est noté Vampire la Mascarade sur la couverture au lieu de Vampire Dark Age. Mais c'est peut-être parce que je crois qu'il n'y a pas encore de version Dark Age de 5e édition de Vampire Dark Age. Je crois que la dernière édition c'était la 20e anniversaire. Et du coup, ça va être un supplément donc Donjons et Dragons 5.5 dans l'univers de Vampire Dark Age avec une nouvelle classe de personnage qui est le Kindred, donc en gros le vampire. Est-ce que on pourra quand même jouer les autres classes de personnages dans ce scénario ? Est-ce que on devra forcément jouer un biclassé Kindred, quelque chose genre Kindred, mage pour jouer Trémère, Kindred guerrier pour jouer Brura, ou guerrier barbare plutôt pour jouer Brura, pardon. Est-ce que du coup il y aura une sous-classe de Kindred par clan de vampires, la mascarade? On n'en a pour l'instant aucune idée. Voilà, la seule chose qu'on sait, c'est l'annonce d'un supplément crossover entre vampires et Donjons et Dragons, du coup qui est confié par White Wolf à un studio tiers qui n'est pas Renegade, qui est chargé du développement des suppléments Vampire, enfin World of Darkness V5. On est là, c'est Ghostfire Gaming qui est chargé du projet. Et ben, je pense qu'on en saura plus, d'après ce que j'ai compris, à la Gen Con. Et voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne. Personnellement, je suis perplexe. Je ne joue ni à Vampire V5, ni à Donjons et Dragons 5. Je pense que je ne suis pas le public cible, mais ça me semblait être une news importante à partager. Et puisqu'on parle de Donjons et Dragons 5 et de Renegade, qui du coup fait les suppléments pour Vampire pour White Wolf, et ben Renegade va aussi faire une transition vers Donjons et Dragons 5.5, mais pour ces jeux à licence. Ça veut dire en fait les prochaines éditions de leurs jeux de rôle G.I. Joe, Transformers et Power Rangers vont passer en Donjons et Dragons 5. Alors, soyons clairs, leur système Essence 20 était pas top et lorgnait clairement vers Donjons et Dragons 5 avec une moustache. Mais maintenant, pour avoir vu leur vision de ce qu'était ces licences-là dans un système à niveau, je suis pas convaincu que ça soit mis en D&D 5. Parce que ça veut dire qu'ils vont quand même, je le sens, mettre des choses un peu fondamentales, genre au hasard pour Power Ranger,
le fait d'avoir des Zords et de faire un Megazord, ils vont le foutre derrière des passages de niveau. C'est un truc complètement con, quoi. C'est un truc qui est censé arriver dès le premier ou deuxième épisode de la série d'une saison de Power Rangers. Et donc, dans Power Rangers version Renegade en Essence 20, il fallait attendre, alors je crois, le niveau 3 pour avoir ton propre Zord, et il fallait attendre le niveau 5 pour pouvoir les assembler en Megazord. Donc c'était moins violent au niveau dans G.I. Joe ou Transformers, mais il y avait quand même des choses cheloues, genre, évidemment, puisque Cobra Commander, dans G.I. Joe, c'est le grand méchant, il était forcément niveau 20. Parce que c'est le grand méchant, même si niveau puissance, on n'est pas du tout sur un personnage qui, dans le lore de l'univers G.I. Joe, est un mec qui dispose de super pouvoirs comme un personnage de niveau 20, de Donjons et Dragons, et de leur système Essence 20. Donc, ouais, je suis... je sais pas quoi en penser. On verra sur pièce, mais j'ai peur que ça soit aussi nul que ça ne l'était en Essence 20 et que voilà, on se retrouve sur un truc tout moisi à la façon du Hellboy en 5.5, qui est une catastrophe, soyons clairs. On verra ça quand ça sortira. Je crois que c'est prévu... du coup, ça a été annoncé, eux, dans leur convention Renegade Con, mais il me semble qu'ils prévoient ça pour la fin de l'année, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. On va passer du coup sur quelques annonces de futurs financements participatifs. Du coup, on a déjà quelqu'un qui quitte le giron des D5 pour passer en Legend in the Mist. C'est Humblewood. Donc, alors, Humblewood, à la base, c'est un univers pour D&D 5, avec, comme vous pouvez le voir sur l'image, des animaux anthropomorphiques, surtout, en fait, un royaume centré sur des oiseaux anthropomorphisés qui règnent sur la forêt, enfin, qui ont surtout la plus grosse ville, si j'ai bien compris, au milieu de la forêt, où se passe le jeu. Et du coup, le jeu est sorti, enfin l'univers est sorti en D&D 5, et là ils viennent d'annoncer qu'ils vont en partenariat avec Son of Hawk, qui est donc l'éditeur de Legend in the Mist, proposer prochainement une version de Humblewood adaptée à leur moteur Legend in the Mist. Du coup, on a déjà une page Kickstarter qui est en ligne. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça commence. J'ai cru voir passer sur le Discord de Son of Hawk que c'était prévu en juillet, si je dis pas de bêtises, mais je me rappelle plus la date. Enfin bref, vous pouvez toujours vous enregistrer pour être averti. Et pour le coup, je pense que ça va être un univers qui va être beaucoup plus adapté au système de Legend in the Mist que celui de Donjons et Dragons 5. Alors, je n'ai pas envie de taper sur Donjons et Dragons 5. Donjons et Dragons 5 est un système qui fonctionne très bien pour un jeu avec une montée en puissance où on commence vraiment niveau 1 à aller chasser des rats et on finit niveau 20 par aller péter la gueule à un dieu. Nous sommes bien d'accord. Sauf que c'est pas du tout ce que semble proposer Humblewood, justement. Humblewood se proposait comme un cadre relativement low fantasy, malgré le fait qu'on soit tous des animaux anthropomorphes. Vu que ça, c'était pas lié particulièrement à la magie. Mais surtout un univers très rustique, très rural. Et ça va de pair avec, parfaitement avec la note d'attention de Legend in the Mist, qui est censé être un jeu qui peut s'adapter à plein de types de fantasy différentes, mais qui, dans ses exemples de base du livre de base et son premier supplément de contexte, se présente comme étant un jeu justement de fantasy rustique. Donc ça me semble, le mélange des deux me paraît parfaitement adapté, et j'espère vraiment que du coup le projet fonctionnera bien, parce que je pense que Humblewood sera parfaitement se marier avec ce système de jeu.
on va parler d'un autre financement participatif qui arrive prochainement. Il s'agit de Medievalien. C'est un petit peu dur à prononcer. Voilà, donc c'est un projet par Mana Project Studio, donc ça nous vient d'Italie. Et il s'agit littéralement de jouer des chevaliers du Moyen-Âge contre des aliens. En gros, Men in Black rencontre les chevaliers de la table ronde. On est donc à l'époque médiévale et vous jouez des chevaliers qui font partie d'un ordre spécifique dévoué aux recherches scientifiques pour empêcher les invasions aliens et du coup de venir sur Terre. Alors du coup ça me fait marrer parce que du coup ça reprend un petit peu on parlait de Warhammer 40 000 il y a quelques minutes dans le chat. Et effectivement, on sent que les gens ont joué à Warhammer 40 000. Le fait que l'ordre s'appelle l'Ordo Sideralis, le fait que les extraterrestres soient appelés des Xénos. Ouais, les mecs, on sent que vous avez joué à Warhammer 40 000 et que vous vous êtes dit, et si on transposait Warhammer 40 000 vraiment au Moyen-Âge et qu'on jouait la Death Watch à l'époque du Moyen-Âge. Du coup, effectivement, on n'a pas beaucoup d'infos. Hein. On sait juste que voilà, un personnage aura des caractéristiques qui s'appelleront ferveur, autorité et sharpness. Alors, je sais pas trop. Sharpness, c'est un petit peu avoir l'esprit aiguisé, je suppose. Mais voilà, qui seront liés à leurs signes zodiacaux par leur. Il déterminera leur destinée et leurs vertus et leurs désavantages. On a un principe du coup, comme tous les jets se font avec des poules de dés de 6, il y aura toujours un dé de 6 d'une couleur différente. Et en fait, dès que les personnages font un jet quelconque, ce dé d'une couleur différente, qui est un dé d'indice, selon ce qu'il va donner, ils vont pouvoir découvrir des nouveaux indices sur l'extraterrestre et voir créer de nouveaux indices pour trouver ses points faibles et tout ça. Comme vous le voyez, il y a aussi une patte graphique qui mélange du coup représentation médiévale et les tapisseries médiévales et le côté SF qui va aller avec le jeu. J'attends de voir, du coup, est-ce qu'il y aura un côté où on pourra aussi, on sera pas juste des chevaliers avec son épée et sa lance, et on pourra récupérer de la technologie, voire des artefacts aliens et tout ça. En tout cas, je suis curieux et je suis le projet et j'ai hâte de voir du coup d'en avoir un peu plus d'infos. Donc lui, on a une date, on sait que ça arrive dans 10 jours. Donc aux alentours du 5 juillet. Et donc on en reparlera quand ça sera lancé, évidemment. Alors, la news suivante, c'est encore un futur projet de financement participatif qui devrait bientôt se lancer et qui me fait particulièrement plaisir, puisqu'il s'agit de la deuxième édition de Mask, une nouvelle génération. Mask New Generation, donc, puisque là on est sur la deuxième version, la V2 anglaise. Et ça me fait énormément plaisir parce que Mask, c'est à la fois l'un de mes jeux de rôle de super-héros préférés, l'un de mes jeux de rôle PBTA préférés, et l'un de mes jeux de rôle tout court préférés. Mask, c'est un jeu de rôle de super-héros où on joue des adolescents jeunes adultes qui sont des jeunes super-héros qui cherchent leur place dans une ville où déjà 3 générations de super-héros ont vécu. Et c'est un jeu que je trouve vraiment excellent. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs campagnes avec. Et vraiment, ça a toujours été des expériences très cool.
Et oui, je vois certains dire quel dommage qu'il n'y a pas eu que la première édition n'ait jamais eu de VF. Si, il y a une VF. Une VF qui est assez moyenne par 500 nuances de geek. Une VF surtout qui n'a eu aucun des suppléments sortis en VO. Mais cette VF est déjà largement suffisante pour jouer et elle fonctionne très bien. Si vous cherchez en fait des sources d'inspiration, sachez voilà, que ça reprend un petit peu des séries comme Young Justice, comme Teen Titan, comme le comics Young Avenger, comme les séries comme Miss Marvel sur Disney+. Voilà, on est sur cette idée voilà, de jeunes super-héros qui cherchent leur place. Et c'était un bouquin incroyablement bien écrit qui présentait en fait comment créer des arcs narratifs autour de vos personnages avec des livrets qui créaient forcément des arcs narratifs. Et du coup, on va avoir maintenant avec cette nouvelle édition, on ne sait pas encore vraiment ce qu'elle va contenir. Elle correspond plus ou moins aux 10 ans du coup du jeu. Et on va avoir plus d'outils, des nouveaux playbooks, donc les nouveaux types de personnages, des nouveaux lieux, des nouveaux mécanismes, du coup une réécriture des différents moves, je suppose, du lore par rapport à la cité où Masque se passe, à Halcyon City. Et ouais, j'attends de voir ça avec impatience parce que du coup, j'ai trouvé la deuxième édition de Urban Shadow très cool par Magpie, puisque l'éditeur, je ne l'ai pas précisé, c'est Magpie Games. Et du coup, j'attends ça avec impatience. Dans les news auxquelles j'avais pas vu passer à l'époque du financement participatif, sachez qu'il existe un jeu de rôle, les Schtroumpfs. Je ne déconne pas. Il y a eu un financement participatif en 2024 pour un jeu de rôle, les Schtroumpfs, sur lesquels je suis complètement passé à côté. Je n'avais pas du tout vu passer le truc. Et du coup, donc, cet été, plus exactement le 10 juillet, on a la boîte de base qui va sortir. Donc, c'est... comment dire ? C'est publié par Maestro. Je n'ai aucune idée qui n'est pas un éditeur de jeux de rôle. Si je ne me trompe pas, mais qui est un éditeur de jeux de plateau. Et effectivement, je vais regarder ça. Je suis perplexe, mais why not, hein, je veux dire, les Schtroumpfs, c'est un pan quand même assez important de notre pop culture, au même titre qu'un Spirou ou qu'un Gaston Lagaffe. Donc ouais, je suis assez curieux de voir ce qu'un jeu de rôle les Schtroumpfs peut donner. Ensuite, au niveau des news qui sont tombées cette semaine, on a le partenariat entre BackerKit et Drive-Thru RPG qui devrait simplifier la distribution des récompenses des financements participatifs lancés sur BackerKit. Puisque du coup, soyons honnêtes, hein, une énorme partie des récompenses numériques des projets sur BackerKit sont ensuite accessibles via Drive-Thru RPG. Sauf que jusqu'à présent, ça demandait en fait une certaine gymnastique, comment dire, de la part des créateurs, de penser à mettre à disposition le PDF sur Drive-Thru RPG avec un code pour réduire le prix à 0 pour les backers. Bref, il y avait tout un ensemble de manipulations à faire. Le projet aujourd'hui, c'est que, en gros, BackerKit va être intégré à Drive-Thru RPG, ce qui veut dire que ça va permettre très simplement, en fait, du point de vue des créateurs, de dispatcher les PDF à la suite ou au cours d'une campagne. Par exemple, un truc tout bête, si vous backez un jeu, vous pourrez recevoir automatiquement via votre compte Drive-Thru RPG
un kickstart, un kit de démo, une version HCAN peut-être, ou une version manuscrit. Je pense entre autres à ce que fait énormément Onyxpass, puisque Onyxpass, ils ont tendance à proposer du coup les manuscrits de leurs bouquins au fur et à mesure de l'écriture de celui-ci aux joueurs. Sauf que évidemment, à chaque fois, comme je disais, ça leur demande de faire des manipulations pour reprendre la liste des backers et retrouver la liste des profils DriveThru RPG et associer, ceux-là, ils peuvent télécharger une nouvelle version avec le prix à 0, ce genre de choses. Là, l'idée, ça sera que ça permettra directement, dès en fait la conception de la campagne participative pour les créateurs, de mettre une corrélation entre les profils DriveThru RPG des backers et de pouvoir du coup leur envoyer d'un clic leurs récompenses. Pour les backers, ça veut surtout dire aussi éviter de perdre un PDF, de perdre un mail qui vous annonce que vous avez reçu une nouvelle récompense numérique de votre projet X. En théorie, il sera là juste nécessaire, d'après ce que j'ai compris, de se rendre sur son compte BackerKit pour retrouver très facilement les récompenses digitales, les récompenses numériques, pardon, et d'aller les chercher sur DriveThru RPG en 2 clics. Voilà. Bref, ça va pas changer la phase du jeu de rôle, mais ça va permettre, on l'espère, pour les gens qui gèrent, moi je pense surtout aux gens qui gèrent les financements participatifs, parce que faut voir que du coup, souvent les éditeurs, c'est des petites structures, donc les gens, ils sont à la fois auteurs, éditeurs, ils s'occupent de la com, ils s'occupent de mettre à jour de concevoir les pages de financement participatif. Ils ont souvent plusieurs casquettes. Tout outil qui peut leur simplifier les choses, je pense, ils prennent. La dernière news sur laquelle je voulais revenir avant de passer au financement participatif en cours, c'est la bonne nouvelle. Ça y est, c'est officiel. Bon, il y avait peu de suspense, mais le Wizard of the Coast a donc son premier syndicat, qui est donc un syndicat lié uniquement à l'heure actuelle pour la branche Magic the Gathering Arena, donc la branche liée aux jeux vidéo. Au moment où l'article de Rascal est sorti, on n'avait pas les chiffres, mais en gros, on a eu les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, et donc on sait aujourd'hui que 83% des votants des personnes ayant la possibilité de voter pour autoriser la création du syndicat dans la branche Magic Arena de Wizard, 83% ont voté pour la création du syndicat. Donc ce qui pose tout de suite une bonne base. Le syndicat, il a tout de suite, il peut arriver à la table des négociations en disant voilà, on a 83% des membres de notre branche professionnelle, qui ne sont pas forcément membres du syndicat, mais qui sont en tout cas derrière nous pour suivre nos mouvements. Alors, pour rappel, Wizard avait... on a donc la branche Arena qui avait donc mis en place cette demande de syndicalisation suite à des problèmes de demande de crunch de leur branche, le fait de les obliger à utiliser de plus en plus l'IA générative,
le fait qu'ils n'avaient pas de sécurisation de leur poste et ainsi de suite. Wizards of the Coast, au départ, n'avait pas reconnu le syndicat, d'où le fait que ça avait enclenché un processus de vote interne pour faire reconnaître le syndicat auprès du coup, des organisations compétentes aux États-Unis. Et il y avait eu des procédés assez moyens de Wizards of the Coast qui, du coup, avaient, par exemple, détourné des réunions internes qui, normalement, servaient au suivi des projets pour faire de la propagande antisyndicale. Le fait d'avoir recruté à l'aide d'un cabinet d'avocats conseils spécialisé dans tout ce qui est cassage de grève et contrer les fondations de syndicats. On avait eu aussi le fait que une partie du personnel trans de Wizards of the Coast avait été outé par la liste des votants qui avait été diffusée en interne pour indiquer qui avait l'autorisation de voter lors de ces élections. Chose que Wizard indique s'est excusé et indique qu'il s'agissait d'une erreur en fait entre deux listes au sein des RH entre les noms, on va dire, légaux et les noms d'usage. Ils auraient dû utiliser le deuxième et ils ont utilisé le premier. Mais du coup, ça, vu auprès de qui ils prennent conseil, on peut pas s'empêcher de penser qu'il y avait peut-être une vraie manipulation dans ce truc-là pour mettre certains des votants, certains et certaines des votantes mal à l'aise au moment du vote où ils ont été obligés d'expliquer leur situation en tant que personnes trans dont le genre exprimé, dont leur genre ne correspondait pas au genre indiqué sur les papiers fournis par Wizard pour faire le vote, tout simplement. Mais donc, voilà, le syndicat existe. Maintenant, on va voir ce que ça va entraîner, puisque derrière, ça ne concerne à l'heure actuelle qu'une seule branche bien spécifique de Wizards of the Coast, donc uniquement la branche jeux vidéo dédiée à Magic Arena, sauf que on a déjà vu dans d'autres boîtes que la fondation d'un syndicat en interne permettait de créer un effet boule de neige. Alors, soit auprès de l'extension du syndicat à d'autres portions de la société, si on va dire le cadre syndical le permet au niveau des métiers représentés, ou bien la création de la fondation de nouveaux syndicats rattachés à leurs propres organisations syndicales dédiées à leur métier. Mais il y a des chances du coup qu'on puisse voir d'autres syndicats se développer chez Wizards of the Coast. Et surtout, on va voir maintenant comment Wizard va le traiter, puisque donc on en avait parlé plus tôt avec le chat dans l'émission, mais Wizard, par exemple, n'a pas hésité à faire appel par le passé à la Pinkerton. La Pinkerton, qui est une organisation de sécurité, de gros bras, spécialisée, entre autres, dans le brisage de grève. On a... et puis, voilà, le fait que Hasbro commençait à devenir habitué aux gros licenciements de fin d'année. On se rappelle un des 900 postes au sein d'Hasbro qui ont été virés un 23 décembre du jour au lendemain et dont certains apprenaient leur licenciement en arrivant au bureau en leur disant « Non, maintenant vous bossez plus ici ». On espère que ça évitera ce genre de choses à l'avenir. On va pouvoir passer du coup aux financements participatifs qui sont actuellement en cours. Et du coup, le premier dont je veux vous parler, c'est un petit bonbon, c'est l'Atlas de... alors, je ne sais pas pourquoi il le présente comme ça. L'Atlas de Natural Fantasy. Je pense que ça aurait été peut-être un petit peu plus cool de traduire en mettant à l'Atlas de la fantasy naturelle. Mais du coup, c'est le 3e Atlas pour Fabula Ultima en VF, du coup par Don't Panic Game, qui est donc
le supplément qui est consacré à la Natural Fantasy. Donc, on va être plus sur une ambiance à la Zelda, à la Sword of Mana, aux différents jeux ateliers. Voilà, donc évidemment, comme tous les bouquins de de Fabula Ultima, c'est du très bon. Je ne vais pas baquer celui-ci, hein, puisque je l'ai déjà en anglais et j'ai pas envie de le racheter en français, hein, je suis désolé. Mais bon, le projet a déjà 300 souscripteurs. On est à 291% du montant prévu initialement, puisque au départ, ils demandaient 5 000 €, ils en sont à 14 561. Donc, j'ai tendance à dire que ça, c'est plutôt bien parti. Comme d'habitude, donc c'est un supplément qui contient des nouvelles classes, des exemples de lieux que vous pouvez dropper dans votre campagne de Fabula Ultima. Je rappelle rapidement, pour ceux qui ne suivraient pas, Fabula Ultima, c'est un jeu de rôle spécialisé pour recréer les sensations en fait des JRPG, des jeux de rôle japonais, des Final Fantasy, au Dragon Quest, en passant par les Shin Megami Tensei. Et du coup, ils ont sorti 3 suppléments par rapport à la High Fantasy, la Haute Fantasy, la Techno Fantasy, et aujourd'hui donc la Natural Fantasy. Donc, vous avez des nouvelles classes, vous avez des nouveaux, des nouveaux lieux à dropper dans votre jeu, des nouvelles mécaniques. On a, par exemple, là dans le bouquin consacré à la fantasy naturelle, on va avoir plus d'activités qui sont développables lorsque les personnages joueurs sont en train de monter un camp et du coup de partager des activités autour du camp. On va avoir des boss que vous allez pouvoir, des exemples de boss sur les différents tiers de jeu pour dropper dans votre campagne. C'est vraiment plus des conseils sur comment animer en fait quelque chose dans cette ambiance-là. Bref, c'est pas, il n'y a pas un univers prédéfini hein, dans Fabula Ultima. C'est vous qui créez votre univers lors de la session 0 avec vos joueurs. Mais du coup, les différents atlas, ils vous proposent plein de petites choses que vous allez pouvoir réutiliser, recycler, réhabiller pour pouvoir les intégrer dans votre campagne. C'est vraiment des suppléments boîte à outils pour le meneur de jeu qui sont très 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 cool. Et que évidemment, si vous êtes meneur de jeu à Fabula Ultima, ou si vous voulez faire un cadeau à votre meneur de jeu, je recommande chaudement. Donc comme je l'ai expliqué, on est sur un très large succès. Il reste 20 jours pour participer. Ça commence du coup avec un pledge à 25 € pour avoir le bouquin en version souple avec la version numérique fournie avec. Vous avez la version un peu plus chère en couverture rigide, et après vous avez le pledge pour avoir toute la gamme Fabula Ultima pour 145 €. Let's go. Ça les vaut largement. Vraiment Fabula Ultima, j'ai une campagne qui s'étend depuis presque 2 ans maintenant. C'est vraiment un jeu que j'adore. C'est très très cool. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo plus complète pour en parler. Je vous en parlais il y a 2 semaines, ça y est, le financement est lancé. C'est du coup la nouvelle édition de Dark Earth. Du coup, le jeu de Multisim qui revient chez Mnemos sur une terre post-apocalyptique. Alors, malgré son titre, hein, c'est un jeu de rôle français où en gros, on est après une catastrophe, une chute de météorite qui a recouvert la Terre d'un énorme nuage impénétrable amenant les ténèbres partout sur Terre.
Seuls quelques endroits en fait se retrouvent éclairés par la lumière du jour, et du coup à ces endroits-là se sont formés ce qu'on appelle des stalites, donc des villes qui profitent de cette lumière pour se protéger des ténèbres. Et donc on est dans un mode post-apocalyptique plusieurs siècles après la catastrophe. On est, je crois, c'est noté là, je suis bête, 3 siècles après le cataclysme. Les survivants ont trouvé refuge dans des stalites, des lieux étonnamment lumineux situés sous des puits de lumière, seule exception au linceul qui recouvre la planète. En dehors de ces refuges, c'est l'obscur, des bêtes qui rôdent, étranges et corruptrices. Donc, on a beaucoup plus de précision que ce que vous avez dit il y a 2 semaines. Du coup, on n'est pas sur une 3e édition du jeu, on est bel et bien sur un reboot qui par contre ne repart pas exactement avec le parti pris de la première édition. C'est du coup on est sur un mélange entre la première et la 2e édition de Dark Earth, puisqu'on va jouer directement des marcheurs, ça veut dire ceux qui s'enfoncent dans les ténèbres, là où la première édition de Dark Earth c'était vraiment on jouait des habitants d'un Stalit, et la plupart des scénarios se passaient dans le Stalit avant qu'il y ait une campagne qui vienne changer les choses. Mais du coup, là, on va jouer plutôt justement des marcheurs, ça veut dire ceux qui sont chargés d'explorer l'obscur, de relier en fait les Stalites entre eux, qui vont du coup aussi chercher à y trouver des ressources. Mais donc, on a un nouveau jeu qui remet à plat l'univers, qui remet à plat aussi le système. Du coup, on n'est pas du tout sur la même démarche j'ai l'impression que Nephilim version Mnemos, qui pour moi était vraiment un truc bâclé pour jouer à mort sur la nostalgie de ceux qui avaient kiffé la première ou 2e édition de Nephilim, et qui nous donnait ce truc, mais qui était censé se passer après les événements des 4 premières éditions de Nephilim, tout en reprenant des campagnes qui se passaient avant. Ça donne un bordel pour moi qui est pas logique dans sa politique éditoriale. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils ont fait quelque chose de plus carré pour cette nouvelle édition de Dark Earth, avec vraiment remise à plat du setting, nouveau système. On est sur un système de pool de D6. Et du coup, au niveau des premiers bouquins, puisque comme pour Nephilim, ils vont fonctionner par saison, la saison 1 sera constituée du livre de base de 220 pages, avec la création de personnages, les règles et tout ce qui est lié à la survie. Et ensuite, le 2e volume, lui, va être une grande campagne directement jouable par des nouveaux personnages joueurs. Il n'y a pas de bouquin destiné aux meneurs de jeu, visiblement. Donc, comme on est sur un univers à secret, j'espère qu'on va avoir beaucoup plus d'infos dans le bouquin de la campagne, et qu'on va pas attendre je ne sais pas combien de suppléments pour pour que le meneur de jeu ait les tenants et les aboutissants de l'univers, parce qu'il n'y a jamais rien de plus chiant qu'un univers à secret dont on n'a jamais la révélation de ceci. Et je vois que justement ça parlait de Knight dans le chat, puisqu'il y a effectivement, ça peut faire penser à Knight avec ce côté monde recouvert par les ténèbres et tout ça, et survivant dans des lieux spécifiques. Bon, par contre, Knight, on est vraiment sur la confrontation entre science-fiction avec ses armures à l'Iron Man contre de l'horreur. Là, par contre, on est vraiment sur du post-apocalyptique plus classique, avec une société revenue à un certain féodalisme. Mais du coup, Knight avait cette énorme force dès le départ, dès le bouquin de base, donner les clés, les secrets principaux de cet univers.
Et du coup, j'espère que Dark Earth ici saura faire la même chose. En tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est... alors, il reste 12 jours. La campagne a été lancée, je crois, il y a 2 ou 3 jours. On est déjà à 228% de l'objectif demandé. 161 contributeurs, donc autant dire que ça commence très bien. Ça a commencé hier, pardon. Date de début 25 juin, date de fin le 9 juillet et livraison estimée printemps 2027. On est du coup sur un très bon projet. Il faut juste savoir par contre que Mnemos a lancé le projet sur sa propre plateforme de financement participatif qui est Livrium et que je n'ai aucune idée du bon fonctionnement de celle-ci par rapport à Kickstarter, Game on Tabletop ou BackerKit. Du coup, je ne sais pas. Je n'ai pas encore backé, je me tâte encore. Je dois avouer que le positionnement m'intéresse. Le fait qu'on ait aussi, dès le départ, un pledge entièrement PDF pour 45 €. Du coup, livre de base et campagne et livret découverte et l'écran du meneur et tout ça en format PDF pour 45 €. Le manuel de jeu de base pour 48 € en imprimé. Le manuel de jeu plus la campagne plus l'écran et tout ça pour 89 €. Le manuel, la campagne, l'étui, le set 2D, bref, tous les gadgets et tout ça pour 138 €. Et 500 balles si vous avez envie d'être désigné comme étant mécène dans les livres. Ouais, ça a l'air d'être plutôt bien, sachant que ils abordent pas le sujet sur leur page, mais du coup j'ai contacté Mnemos par leur messagerie pour savoir quelle était leur position en termes d'IA générative, puisqu'ils n'en parlent pas sur la page. Et du coup, j'ai eu la réponse de Mnemos qui m'indique très clairement qu'ils s'opposent à l'utilisation de l'IA générative dans leurs bouquins, dans les textes, et qui demandent à l'ensemble de leurs auteurs et illustrateurs de ne pas utiliser ces outils-là. Donc, au moins, leur posture est claire. Je suis juste... je trouve juste dommage qu'ils ne l'aient pas mis en avant sur la page, parce que je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est important de préciser. Je sais pas si je vais mettre 45 € dedans. Je compte pas mettre plus, hein. Je compte vraiment prendre juste la version PDF, mais je me tâte. Je pense que ça va vraiment être au dernier moment que je vais me décider. Mais en tout cas, je suis intéressé, je vais suivre ça avec attention, et si en tout cas je ne back pas, j'attendrai les retours une fois que le jeu sera disponible pour voir si je me le prends de mon côté. Dernier financement participatif, du coup on va passer au financement participatif en anglais avant de passer aux sorties numériques qui ont attiré mon attention. On a une nouvelle édition de Psyrun qui arrive. Alors, Psyrun, c'est un jeu qui a un certain âge maintenant, puisque il a été sorti sur le blog de je sais plus comment il s'appelle, de Monsieur Baker. Voilà, on va l'appeler comme ça, en 2005. Et ensuite, ce projet a été repris par sa femme, donc Maggie Baker, qui en a fait une version commercialisable qui est sortie en 2012. Donc, Psyrun, c'est un jeu pensé pour faire des one-shots ou du coup pour faire des one-shots ou une série de parties courtes mais qui forment un seul arc narratif. L'idée de base, c'est vous vous réveillez, vous êtes amnésique, vous avez des super pouvoirs et il y a des gens qui vous en veulent. Voilà. C'est le principe de base. Et du coup, vous jouez des fuyards. Puisque, évidemment, ces gens qui vous en veulent, ils sont
largement en supériorité numérique, supériorité de moyens. Au cours de la partie, vous allez découvrir avec le meneur de jeu en quoi consistent ces poursuivants. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est des aliens? Est-ce que c'est des mutants, des moutons mutants de la dimension X? Voilà. Mais voilà, l'idée c'est de jouer une histoire en 4 à 6 heures. Donc soit une grosse séance de 4 à 6 heures, soit plusieurs petites séances, où vous allez jouer cette fuite en avant de personnes qui cherchent à la fois leur passé et à échapper à leur poursuivant. Il faut savoir que la première édition, donc, qui est sortie en 2012, elle a eu droit à une édition française en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et depuis, le jeu, il se prête pas à des suppléments et tout ça. Mais du coup, on a un jeu qui est vraiment, au niveau de sa mise en page et tout ça, qui est très année 2010. Soyons clairs. Et du coup, là, les époux Baker donc, ont commencé à se remettre à faire des projets en jeu de rôle. Hein. On sait qu'ils ont donc lancé Apocalypse World 3. Et visiblement, Meguey a décidé, elle, de son côté, de proposer une nouvelle version de Psyrun, réécrite, remise à plat. Normalement, avec globalement le même système qu'avant, les mêmes principes, mais avec, soyons clairs, 10 ans d'expérience et de retour sur le jeu pour faire quelque chose, effectivement, peut-être de plus abouti, avec plus d'outils pour le meneur de jeu, plus de possibilités pour les joueurs, mais on reste sur les mêmes principes que la version de base. Donc voilà, pourquoi une nouvelle édition? Parce que au bout de 15 ans, il y a eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, et il était peut-être temps de remettre à plat tout ça. Si ça vous intéresse, du coup, le projet, c'est en anglais par contre. Le projet, il continue encore pendant presque 30 jours. Hein. Il a été lancé il y a 2 jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est sur un financement participatif sur 30 jours sur Kickstarter. Un objectif à 14 000 € qui n'est pas encore atteint. On est à 11 234 €. 354 contributeurs. Sachez que si vous avez envie de participer, mais que vous n'avez pas forcément les moyens, il y a un pledge full PDF à 10 $, donc environ 9 €, pour les gens qui ont des difficultés financières. Voilà, c'est le niveau de financement participatif. T'as pas trop d'argent, mais tu as quand même envie d'avoir le jeu, voilà, tu peux filer effectivement 10 $ pour avoir le jeu. Le vrai pledge numérique est à 15 $. Il n'y a aucune différence entre les deux. Hein. C'est juste un geste fait par Meguey Baker, comme le font souvent les backers, de proposer un pledge sans avoir à justifier de quoi que ce soit. Si vous estimez que vous n'avez pas les moyens, vous avez un pledge plus abordable. Ensuite, vous avez évidemment les versions imprimées, mais soyons clairs. C'est imprimé aux États-Unis avec toutes les problématiques qu'il y aura liées aux frais d'envoi et de livraison. Donc j'aurais tendance à vraiment vous recommander plutôt de vous concentrer sur la version full PDF. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Le jeu a l'air très cool. Personnellement, je vais sûrement prendre le pledge à 15 €, à 15 $. Et puis, j'ai hâte de le recevoir, sachant que du coup, c'est prévu pour le recevoir en mars 2027. Que ce soit pour les PDF ou la version physique. On va terminer du coup avec les sorties numériques qui ont attiré mon attention. 2 sur lesquelles dont je vais pouvoir vous parler parce que je les ai. Et une petite poignée d'autres dont je vais me contenter de vous
vous les énumérer si jamais ça vous intéresse. Alors, la grosse sortie dont j'avais envie de vous parler, c'est un supplément pour Monster of the Week. Monster of the Week, je le rappelle, c'est l'un des tout meilleurs jeux de rôle du marché. Je le maintiens et le défends. C'est un jeu de rôle pour jouer, à notre époque, des chasseurs de monstres, pour faire du Buffy, du Supernatural, du X-Files. C'est du motorisé par l'Apocalypse. Vous allez, les personnages choisissent leur archétype. On crée ensemble du coup une trame qui relie les personnages. Et voilà, c'est parti pour des scénarios, où on va chasser des monstres et élucider des phénomènes surnaturels et sauver le monde, tout simplement. Et du coup, on a un supplément qui est sorti, qui s'appelle Mystic Marginalia, qui est une petite boîte à outils que je trouve très cool. Et ça se frite dans le chat pour défendre leurs différents PBTA préférés. Mais du coup, pour moi, effectivement, Monster of the Week fait clairement partie des tout meilleurs. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le PDF. Vraiment, la seule chose que je regrette sur Monster of the Week, c'est les couvertures qui sont franchement très moches. Je suis désolé, hein, mais j'adore le jeu, mais c'est très moche. Et du coup, que propose cette boîte à outils ? On va avoir, du coup, moi, un truc que j'adore, à savoir des tables aléatoires. Voilà, des tables aléatoires pour concevoir vos mystères, pour concevoir vos lieux, pour concevoir vos méchants. Et ça, c'est un truc toujours très cool, vu que Monster of the Week, comme évidemment, c'est un PBTA, on est là pour jouer en fonction de ce qui va se passer. Donc, on va vraiment juste avoir on n'a pas besoin d'un scénario ultra détaillé. On a besoin d'un canevas avec une créature ou un phénomène à étudier, avec un compte à rebours sur ce qui peut arriver de pire. Et après, vous liez ça aux différents aspects que vous avez déblayés avec vos joueurs. Donc, sérieusement, c'est très très cool d'avoir ces tables-là qui permettent vraiment de se créer son petit mystère en quelques jets de dés. Voilà. Donc on a des tables pour les lieux, comme je disais. Et sur les les PNJ qui peuvent apparaître. Bref, 51 pages de tables aléatoires pour créer un petit peu tout dans votre mystère de Monster of the Week de la semaine. Vraiment, jusqu'au des tables pour voilà. Vous avez envie de mettre un dinosaure dans votre scénario de Monster of the Week, il y a une table aléatoire pour ça. Rien que ça, je trouve ça génial, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est pour les tables aléatoires. Ensuite... Hop. J'avance un petit peu vite fait. Hop. Monster Mystery. Donc ça, c'est toujours les tables aléatoires. Monster Area. Mignon, Phénomène Generator. On va avoir, voilà, un nouveau... Alors du coup, ça pour l'exploiter, ça va demander d'avoir un autre supplément de Monster of the Week. Mais il y a un... ce qu'on appelle un livret d'équipe. Dans le supplément, alors je sais plus c'est lequel le supplément en question. C'est pas le Tome of Mystery, c'est dans le Codex of Worlds. Vous avez la notion de livret d'équipe qui vient compléter celui de livret de personnage.
de vos chasseurs, qui permet de créer une cohésion et de générer en fait là encore grâce à des questions liées à l'équipe de l'histoire émergente, vu que du coup vous allez sûrement définir une némésis pour votre équipe, des alliés de l'équipe qui ne sont pas liés spécifiquement à un PNJ mais au groupe lui-même. Et du coup on a un ensemble, enfin un nouveau comment dire, un nouveau livret d'équipe dans ce bouquin qui s'appelle Passing the Torch, qui est pensé pour jouer une équipe composée de 2 générations de chasseurs, avec des chasseurs expérimentés qui vont passer le relais à une nouvelle génération de jeunes chasseurs. Voilà, donc les jeunes avec... Comment expliquer, comment jouer ça avec le chasseur expérimenté qui commence directement avec des améliorations de son personnage, mais il ne lui reste plus qu'un point de chance. Voilà, autant dire qu'il est proche de la fin de sa carrière. Et de l'autre côté, les jeunes chasseurs qui sont créés normalement selon les règles du bouquin. Et du coup, je l'ai trouvé assez cool comme concept. Surtout pour des joueurs expérimentés de Monster of the Week, qui ont envie de jouer comme ça, qui peuvent faire comment dire, s'amuser avec une composition de troupe où chaque joueur jouerait 2 personnages joueurs, un mentor et un apprenti. Et ça, c'est très cool. On a aussi 2 nouveaux types de chasseurs. Un que je trouve très cool, qui est l'abandonné, qui correspond à tous les concepts d'enfants qui ont été abandonnés, qui ont dû apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. Donc ça couvre tout, hein. Ça couvre le gamin abandonné dans la nature qui a été recueilli par des animaux. Ça couvre l'orphelin qui a vécu dans la rue. Celui qui a été pris en charge par le système, mais qui a été trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil, voire le riche héritier, mais qui a toujours vécu, le riche héritier orphelin, entouré de personnes qui cherchent à l'exploiter et à exploiter son héritage. Donc on a vraiment beaucoup de concepts différents. On a même le concept du changelin. Ça veut dire effectivement un enfant qui a été littéralement volé par exemple des fées ou des démons. Et du coup on a vraiment ce principe d'un personnage qui a plein de compétences particulières, mais qui est par contre vraiment pas adapté socialement. Qu'on soit clair, ils sont souvent effectivement, ils ont beaucoup de difficultés là-dessus. Et évidemment, ça va permettre de développer des histoires autour de ce passé d'enfants abandonnés. Pourquoi, par exemple, si le personnage est orphelin, qui a tué ses parents? Est-ce que c'est un monstre? Voilà. S'il a été abandonné dans le système, pourquoi? Est-ce que du coup, ses parents étaient peut-être des chasseurs qui l'ont laissé pour lui éviter une vie dangereuse? Bref, un livret que je trouve très cool au niveau des interactions qu'il peut créer avec les autres joueurs. Par contre, le deuxième livret, je le trouve beaucoup moins intéressant. C'est l'élémentaire, qui est en fait une incarnation de l'univers, d'un pan de l'univers d'une force élémentaire sous forme humaine. Du coup, ils ne sont pas humains et ils ont juste une forme humanoïde. Ils ont tendance à se former au moment du mystère et ils ont tendance à disparaître entre les mystères. Et je sais pas, je trouve que ça empiète un petit peu sur le livret du monstre.
Je suis pas forcément fan des livrets qui permettent de jouer des êtres non humains. Je trouve que le livret du monstre, il couvre un petit peu tout ça. Je sais que par exemple certains avaient créé des livrets tiers pour jouer des créatures de Frankenstein ou des golems. Et bah non, bah, je trouve que le livret du monstre, il se prête plus à cela en fait dès le départ. Du coup, c'est pas un livret qui est mauvais, mais c'est un livret que je trouve dispensable personnellement. Je préfère vraiment dans comment dire, dans Monster of the Week, on se concentre justement sur la confrontation entre des personnages humains et le surnaturel. Même si ce sont des humains qui n'ont rien de naturel, évidemment. Comme d'hab, alors pas comme d'hab, mais depuis le Codex of Worlds, justement, chacun des livrets, du coup c'est aussi pour ça que je vous invite à peut-être aller fouiller le Codex of Worlds si vous jouez à Monster of the Week. Chaque livret est accompagné de, comment dire, d'histoires, justement, d'idées de scénarios à développer. Et du coup, spécifiquement pour ce livret-là. Du coup, il y a une petite coupure sur Twitch. Je ne sais pas quand ça a coupé, donc je reprends juste la fin de ce que je disais. Et je couperai, du coup, ce qui a été éventuellement penché par la coupure. Le bouquin, donc, je le recommande, comme je le disais, vraiment pour ces tables aléatoires. Il fait 110 pages. Il coûte 10 € en PDF. 17,80 € en, en physique, imprimé à la demande, en couverture rigide. Et le même prix, pour le même prix, vous avez l'impression et le PDF sur Drive-Thru RPG. Voilà. Du coup, je vais vous mettre évidemment le lien sur le chat et dans la description de la vidéo. Et comme je le disais, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment si vous êtes joueur de Monster of the Week, que vous lisez l'anglais, et particulièrement si vous avez déjà le Codex of Worlds. Ensuite, le second supplément dont je peux vous parler ce soir, puisque je l'ai reçu, c'est le Jumpstart pour le tiers dieu de Sion. Alors Sion, je vous en ai parlé à très nombreuses reprises sur cette chaîne, c'est un jeu de rôle où vous jouez des descendants de dieux ou des êtres sélectionnés par les dieux de différentes mythologies pour les représenter dans un monde moderne. La particularité de Sion, c'est que vous commencez au niveau origine ou héros. Vous allez ensuite pouvoir passer au niveau demi-dieu, ce qui amorce une énorme quête pour devenir à terme un dieu. Et donc, là, il y a un livret, enfin, il y a un bouquin pour jouer des dieux mythologiques dans Sion, qui s'appelle Sion God, tout simplement. Et donc, ils ont décidé de sortir un Jumpstart. Un Jumpstart chez Onyx, c'est un bouquin avec une version simplifiée du système du jeu en question, 5 ou 6 pré-tirés, et un scénario. Et autant je trouve le concept très intéressant pour plein de leurs jeux, autant pour jouer à Sion God, je suis pas convaincu. C'est un petit peu comme si en fait vous arriviez à une table où pour vous faire découvrir Donjons et Dragons, le meneur de jeu vous fait la fiche d'un personnage niveau 18 avec tous les sorts, toutes les capacités et tout ça que votre personnage a, et vous disait bon bah maintenant on va jouer un scénario où vous allez affronter Vecna directement. Du coup, je suis pas convaincu de l'utilité de ce petit supplément en tant que Jumpstart, vraiment pas. Par contre, en tant que exemple de scénario à faire jouer à des jeunes dieux dans l'univers de Sion, je trouve plutôt cool. On est sur une trame où, en gros,
les personnages donc qui sont, on part du principe que ce sont des jeunes dieux issus de différents panthéons qui ont décidé de travailler ensemble et qui sont en train de se créer leur alors pas paradis mais leur outre-monde, comme le peuvent l'être l'Olympe pour les dieux grecs, Duat pour les dieux des morts de la mythologie égyptienne, Asgard et le Valhalla, et ainsi de suite. Donc chaque dieu a souvent des autres mondes associés. Et du coup, ce jeune panthéon se crée son propre univers. Et là, paf, il y a un énorme un serpent géant qui vient foutre le bordel. Ils le combattent. Et quand ils réussissent à le battre, ils découvrent le cadavre d'un demi-dieu planté là avec un artefact. Et on a une demi-douzaine de panthéons qui viennent toquer à leur porte en leur disant on voudrait bien récupérer cet artefact. Et du coup, les personnages vont devoir arbitrer en tant que dieu à quel panthéon est-ce qu'on garde l'artefact pour nous, et dans ce cas-là, comment on va gérer les relations avec les autres panthéons, les autres dieux. Est-ce qu'on le remet à un panthéon, mais comment décider quel est le panthéon en question. Et il est possible, du coup, d'où le titre du scénario, de descendre dans Théum, qui est l'un des mondes des morts lié à la mythologie phénicienne, si je ne dis pas de bêtises, pour rencontrer le demi-dieu qui est mort dans votre jardin, pour aller soit tenter de le sortir des enfers et éventuellement lui rendre l'artefact, ou lui demander son avis et à savoir à qui veut le remettre celui-ci. Bref, le scénario en lui-même, il est pas dégueu, mais j'ai vraiment du mal avec par contre le principe même de jumpstart au niveau dieu. Pour vous donner une idée à quoi ça ressemble du coup une fiche de personnage, sachant que là on est quand même sur des règles simplifiées. Hein. Voilà, vous commencez avec un personnage qui a déjà donc des pouvoirs, ce qu'on appelle des knacks et des boons, à ne plus en savoir que faire, des caractéristiques, des birthrights, donc des objets magiques, des serviteurs et tout ça par-dessus la tête, une feuille de personnage qui est avec des scores juste bourrin, ce qui est logique hein, dans fin d'une campagne où vous arrivez au niveau dieu, mais quand vous voulez découvrir le jeu, c'est pas cool quoi. Des titres légendaires à plus savoir qu'en faire, à gérer tout ça. Bref, c'est un bordel, je trouve, d'avoir proposé ça. J'aurais franchement préféré qu'ils se contentent de vraiment juste nous faire un scénario, plutôt que... Je sais que c'est une tradition et chez Onyx Pass, dès qu'ils font un gros bouquin, de sortir un jumpstart, mais j'en vois pas l'intérêt ici, dans ce cas particulier là spécifique. Maintenant, sachez que si vous jouez à Sion et que vous cherchez un scénario niveau dieu, ça vous fait un scénario disponible à 4,39€ sur Dressrosa. C'est pour une 50aine de pages. Je trouve ça quand même honnête. Voilà, mais c'est pas non plus le truc que je vous dirais vraiment prenez-le, c'est trop cool. C'est juste un scénario qui peut être sympa si vous savez pas comment aborder le niveau dieu avec vos joueurs à Sion. Et du coup, ça c'était pour les les bouquins que j'ai eu l'occasion de lire. Ensuite, aux sorties qui ont attiré mon attention. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé du retour donc du Cortex Prime. Et ça y est, hein, la machine est lancée. Donc Rusty Sellsworth continue à nous sortir des univers pour jouer avec Cortex Prime, qui, je le rappelle, est un système de jeu générique, modulaire, et que du coup, vous pouvez créer votre propre univers ou prendre un des nombreux univers différents qui existent maintenant. On a donc Alien Us, qui joue sur le jeu de mots entre Us
nous en anglais, et US, les États-Unis, puisqu'on y joue en fait des extraterrestres écrasés sur Terre dans les années 50, qui vivent dans une petite ville mélangée au commun des mortels, qui sont pas là pour envahir ni rien, ils essayent juste de survivre sur Terre en se faisant passer pour des humains, sauf qu'on est dans les années 50, en plein macartisme, avec toute la paranoïa qui va avec. Et donc vous jouez des aliens qui vont tenter de survivre à ça. Donc déjà, concept franchement cool, je trouve. Ensuite, on a Spellcoke, qui est... je vais pas aller par quatre chemins, hein, c'est clairement Harry Potter sans la pétasse. Voilà. Vous jouez en gros des élèves dans une école de magie, avec différents coven, différentes maisons que vous allez chercher à faire avancer. Donc Teenage Witch High School Drama, on est complètement dedans. On a Cosa Nostra, qui est donc un cadre pour jouer, comme son nom l'indique, des membres de la mafia italienne. Donc là, ça se place dans les années 20 de New York. Donc il me semble que on est directement pendant la Prohibition. Au moment où en fait il y a plusieurs des guerres de pouvoir entre les différents clans mafieux. Du coup, ambiance Le Parrain à fond, et du coup la possibilité de jouer votre gang, votre branche de la famille qui cherche à tirer son épingle du jeu. Et enfin, Inheritors, qui est celui qui m'inspire le moins dans le lot, qui est donc vous jouez en fait des petits fils, des descendants de héros pulp qui doivent reprendre vivre des aventures dans les traces de leurs grands-parents, en gros ça serait jouer le petit-fils de Indiana Jones, de Mandrake le magicien, d'un pilote de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale, voilà. Et c'est ça, et c'est finalement celui que je trouve le moins inspirant du lot. Modern Pulp Action Adventure, ouais. Mais il y a déjà plein de jeux qui proposent ça, donc alors que effectivement le fait de jouer des aliens dans une Amérique macartiste, échapper à la paranoïa ambiante, à la chasse aux sorcières de l'époque, ou jouer des mafieux dans le New York de 1920, je trouve ça tout de suite beaucoup plus original par rapport à l'ensemble des cadres de campagne qu'on a disponibles dans l'ensemble des jeux de rôle. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est des livrets qui font entre 40 et 50 pages, qui coûtent un peu plus de 4 € sur DriveThru RPG. Je vous mettrai évidemment le lien vers les 4 livrets en dessous de la vidéo. Je voulais juste, pour les 3 fans de Eclipse Phase qu'on a sûrement quelque part, on a un scénario qui vient de sortir en anglais d'une 40aine de pages qui s'appelle Ego Hunter. Et du coup, alors, si vous ne connaissez pas Eclipse Phase, je vous invite à vous intéresser à ce jeu, surtout si vous êtes fan de science-fiction et de transhumanisme en particulier. C'est un univers donc de science-fiction transhumaniste qui se passe après que l'humanité se soit fait globalement exterminer par les IA qui étaient censés être à leur service et qui en gros ont pété la gueule à l'humanité, causé 90% de perte de l'humanité, et avant de se barrer par une porte des étoiles. Et du coup l'humanité essaye de survivre dans un système solaire où ils se sont pris une grosse branlée, sachant que la Terre est devenue complètement inhabitable. Donc on a
tout plein de systèmes gouvernementaux différents qui se sont établis sur différentes planètes. On a plutôt les planètes intérieures, donc Mercure, Vénus, Mars, qui sont sous le contrôle de grandes corporations, et les planètes extérieures, au-delà de la ceinture d'astéroïdes, où là c'est un peu le bordel anarchiste, où il y a tout plein d'expériences sociales, du plus humaniste au plus fascisant. L'univers de Eclipse Phase est incroyable dans sa description. La grosse problématique qu'on avait avec ce jeu, c'est que le système de jeu de la première édition était à chier. Soyons honnêtes, hein, c'était une catastrophe. La seconde édition, par contre, est beaucoup plus abordable et en plus dispose d'une version française éditée par Black Book Edition. Donc je vous invite à vous intéresser à ça si vous êtes fan de SF. Et du coup, on a un scénario qui est sorti le 17, qui du coup se base sur une des particularités de l'univers. Donc dans l'univers de Eclipse Phase, chaque personne a ce qu'on appelle une pile corticale. Ça veut dire en fait sa conscience est digitalisée et enregistrée dans une pile au niveau de ses cervicales. Et quand on meurt, on peut uploader sa conscience dans un nouveau corps, puisque le corps, finalement, c'est juste un contenant. C'est ce qu'on appelle un sleeve. C'est une pochette, quoi. Et du coup, les personnages peuvent mourir. Tant qu'on peut récupérer la conscience, le personnage peut vivre dans un nouveau corps, voire même de façon complètement digitale. Par exemple, dans un petit drone avec un projecteur holographique pour interagir avec les gens. Et ce principe de conscience digitalisée fait qu'il y a un concept dans le jeu qui s'appelle les forks. Les forks, en gros, c'est une copie de votre conscience qui occupe un autre corps. Alors, ça a son utilité dans le jeu, hein, puisque ça permet en gros d'avoir toute une sauvegarde de soi qui vit quelque part et tout ça. Ça pose évidemment aussi tout plein de questions éthiques, puisque du coup, il peut se poser la question de est-ce que est-ce que l'un peut être considéré comme l'original, puisque qu'est-ce qui prouve que la conscience digitale qui a été la première digitalisée, elle a finalement plus de droits qu'une autre. Est-ce que toutes sont égales? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est des personnes différentes d'un point de vue légal? Tout ça. Au niveau de leurs droits, comment ça se comporte? Donc il y a plein d'interrogations qui vient là-dedans. Et du coup, le supplément, lui, vous jouez justement une de ces forks qui est chargée de retrouver l'original qui a disparu et qui est recherché pour meurtre. Donc, vous êtes les consciences de cette personne qui sont insérées dans différents corps et qui avaient pour mission de retrouver ce qui s'est passé. Je n'ai pas lu donc le supplément, je ne l'ai pas encore acheté, donc je ne peux pas vous dire si c'est qualitatif. Mais jusqu'à présent, les scénarios que j'ai lus de Eclipse Phase avaient tendance à l'être. Donc je ne vois pas pourquoi il ferait un gros raté là-dessus. Par contre, je le trouve un peu cher pour le nombre de pages. On est quand même à 13 € pour 40 pages. Je trouve ça un peu rush. À voir derrière, comme je dis, je suis sûr que ça fera plaisir aux 3 amateurs de Eclipse Phase qu'on trouvera bien planqués quelque part. Dernier bouquin dont je voulais vous parler, dernière sortie dont je voulais vous parler, c'est après Cthulhu au Japon, Cthulhu chez les Romains, Cthulhu à la plage, Cthulhu à la montagne. On a donc un jeu qui va mélanger le drama lycéen avec Cthulhu. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. En gros, on prend Buffy, on prend Dawson Creek, on prend Roswell et on mélange ça avec des tentacules.
Du coup, vous êtes des lycéens dans le lycée d'Innsmouth dans les années 90. Toulouse passe son bac, voilà, c'est ça. Sachant que c'est motorisé en plus avec le système Director's Cut, donc le système de Hot Gun, qui normalement est prévu pour des films d'action. Et je sais pas, je reste perplexe. Le concept, bon, soit, hein, j'ai compris que Toulouse était tombé dans le domaine public, vous allez l'adapter à toutes les sauces possibles. Mais mélanger ça avec le côté drama lycéen, avec un système qui est fait pour motoriser du film d'action façon Jason Bourne ou John Wick, je comprends pas. Quoi? Alors, personnellement, je l'ai pas pris, je vais pas le prendre pour le moment. Je vais vraiment attendre des retours. Parce que là, moi, je veux voir. Est-ce que c'est un jeu qui permet d'aller jouer je sais pas moi, des adolescents qui vont faire du kung-fu contre des tentacules? C'est ça, moi, que j'ai envie de savoir maintenant que je sais que c'est utiliser le système Dotgun. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de critique ou de review. Donc je suis j'attends de voir. Voilà. Du coup, on est sur alors 45 CHF. Du coup, alors attends. Conversion price. Voilà, conversion euro. Donc on est sur des francs suisses et du coup 45 francs suisses. On est sur 48 €. Donc 50 balles en gros pour le bouquin. J'ai pas vu passer de version PDF seul. Il n'est pas disponible sur Drive-Thru pour le moment. Et ouais, je trouve ça un peu cher. Je vais attendre de voir s'il y a des retours qui sortent pour peut-être un jour, s'il est disponible en PDF, me laisser tenter. Mais bon, si jamais vous voulez vous sacrifier pour la cause, je vous mets le lien. Débrouillez-vous avec ça. Voilà les réalistes, c'était tout pour cette émission. Du coup, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça fait du bien pour une fois de pas m'énerver dans une émission. C'était cool. On va espérer que ça va continuer comme ça quelques semaines, surtout par cette chaleur. Bien évidemment, je remercie tous ceux qui sont venus pendant le live sur Twitch. Je remercie tous ceux qui regarderont la VOD, le replay sur YouTube. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir ou m'aider, n'hésitez pas à soit vous abonner à la chaîne Twitch, soit vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce, à mettre un commentaire pour aider au référencement. Vous connaissez la chanson maintenant. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines, en fonction de l'intensité des news qui sortiront prochainement. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, surtout par cette température. Hydratez-vous, faites attention et écoutez votre corps. Et jouez bien.